Matthew Malone se tenait devant l'évier de la cuisine, rinçant sa tasse de café pendant que son fils de 6 ans, Jaime, était assis à la table, en train de terminer ses céréales. Ce mardi matin, le soleil filtrait à travers les stores de la fenêtre, projetant des rayures sur le parquet de leur maison de banlieue à Denver. C'était censé être une journée ordinaire, déposer Jaime à l'école, se rendre à son travail d'ingénieur civil, peut-être déjeuner avec son collègue Brian. Rien dans cette matinée ne laissait présager que sa vie était sur le point d'exploser. « Papa, pourquoi mamie prend mon sang ?» La main de Matthew se figea au milieu du rinçage, l'eau continuant de couler sur la tasse. Il se tourna lentement, observant le visage innocent de son fils. Jaime balançait ses jambes sous la chaise, tout à fait décontracté, comme s'il avait posé une question sur les options du petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Mon grand ?» Matthew garda un ton calme, mais son cœur s'était déjà mis à battre la chamade. Jaime remonta la manche de son pyjama Spider-Man et étendit son petit bras sur la table. « Elle utilise des aiguilles comme chez le docteur, mais elle dit que c'est notre secret. » La tasse glissa des mains de Matthew et se brisa dans l'évier. Il le remarqua à peine. 7 marques parsemaient l'intérieur du bras de son fils. Certaines s'étaient estompées en ecchymose, jaune-vert. D'autres étaient plus récentes, violettes et sensibles. Elles formaient une ligne nette de l'intérieur du coude jusqu'à l'avant-bras, précises et délibérées. Matthew traversa la cuisine en 2 enjambées et prit doucement le bras de son fils. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait chaque marque, des blessures par piqûre professionnelle. Quelqu'un savait ce qu'il faisait? Quand est-ce que ça s'est passé? Jaime, quand est-ce que mamie fait ça? Les samedis. Quand je dors chez elle, répondit Jaime en penchant la tête. Confus par l'intensité de son père, elle dit que je suis spécial, que mon sang aide les gens. C'est mal. Matthew serra son fils dans ses bras, son esprit parcourant un calendrier horrifiant. Tous les samedis des 3 derniers mois, Jaime avait passé la nuit chez Elizabeth Sherwood. Constance avait insisté, disant que sa mère se sentait seule depuis la mort de son père, que cela leur donnait du temps seul en couple. Matthew avait trouvé étrange qu'Elizabeth veuille soudain passer autant de temps avec Jaime après des années de grand-parentalité distante. Mais Constance avait été persuasive. Elle l'était toujours. « Tu n'as rien fait de mal ?» Mon grand, absolument rien. Matthew le relâcha, forçant un sourire qu'il ne ressentait pas. « Va t'habiller pour l'école ? D'accord, je dois passer un coup de fil. » Après que Jaime eut monté les escaliers en bondissant, Matthew attrapa son téléphone d'une main tremblante. Il appela d'abord l'hôpital pour enfants de Denver, où exerçait le pédiatre de Jaime. « Ici Matthew Malone. Je dois vérifier les analyses de sang commandées pour mon fils. » Jaime Malone, au cours des 3 derniers mois, la réceptionniste le mit en attente. Les minutes s'écoulèrent lentement. Quand elle revint, sa réponse lui glaça le sang. « Je ne vois aucune analyse de sang commandée pour Jaime depuis son examen annuel en avril dernier. Monsieur Malone, y a-t-il un problème ?» Matthew raccrocha et appela immédiatement Constance à son agence immobilière. Répondeur. Il essaya son portable. Encore le répondeur. Il envoya un message « Urgence. Appelle-moi tout de suite. » À propos de Jaime, aucune réponse. Il leva les yeux vers l'escalier où il entendait Jaime s'habiller. En fredonnant le thème de son dessin animé préféré, quelque chose n'allait pas du tout. Quelque chose de profondément, d'horriblement mal. Elizabeth Sherwood vivait à 20 minutes de là, dans le quartier aisé de Cherry Creek. Dans la même maison où Constance avait grandi, Matthew avait toujours trouvé sa belle-mère froide, polie mais distante, le genre de femme qui sourit sans que ses yeux y participent. Constance l'adorait pourtant, défendait chaque critique, insistant sur le fait qu'Elizabeth était juste démodée et réservée. Matthew appela son superviseur, prétexta une urgence familiale et dit à Jaime qu'ils prenaient une journée spéciale ensemble. 15 minutes plus tard, ils étaient dans son pick-up en route vers Cherry Creek. Il déposa Jaime chez la femme de Brian, Sarah, qui ne posa pas de questions en voyant le visage de Matthew. « Surveille-le juste », avait-il dit. « Ne laisse personne l'emmener. Personne. Je t'expliquerai plus tard. » Maintenant, il se tenait sur le porche impeccable d'Elizabeth Sherwood, le soleil du matin scintillant sur les poignées de porte en laiton. La maison était un monument à l'argent ancien, 3 étages d'architecture victorienne, entretenue avec soin, avec un jardin qui avait gagné des prix de quartier. Il y était venu des dizaines de fois pour les fêtes et les dîners, avait souri poliment aux commentaires passifs-agressifs d'Elizabeth sur sa carrière, sa maison, son incapacité à subvenir aux besoins de Constance comme l'avait fait son père. Il sonna à la porte, pas de réponse, sonna à nouveau, rien. Matthew essaya la porte, verrouillée. Il fit le tour par l'arrière.
son œil de contractant notant automatiquement les systèmes de sécurité et les capteurs extérieurs. La porte arrière était aussi verrouillée, mais la fenêtre de la buanderie était entr'ouverte. Une habitude d'Elisabeth quand elle jardinait, il la poussa plus grand et grimpa à l'intérieur. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. « Elizabeth » appela-t-il. Pas de réponse. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage où se trouvaient les chambres. La suite principale d'Elisabeth était au bout du couloir, la porte entrebâillée. La pièce était exactement comme dans ses souvenirs. Lourds rideaux, meubles antiques, une légère odeur de son parfum à la lavande. Il vérifia la salle de bain, le coin salon, rien d'inhabituel, puis il vit le dressing. La porte était fermée, ce qui semblait étrange pour le milieu de la matinée. Il l'ouvrit et se trouva face à des rangées de vêtements coûteux, des étagères à chaussures, des boîtes à chapeaux. Mais quelque chose clochait avec le mur du fond, l'espacement semblait incorrect. Matthew écarta une section de robe pendue et trouva une jointure dans le papier peint. Ses doigts trouvèrent un loquet, le panneau pivota vers l'intérieur, révélant une petite pièce climatisée qu'il n'avait jamais connue. Un réfrigérateur médical bourdonnait dans un coin, du genre utilisé dans les hôpitaux pour stocker le sang. À côté, une armoire à dossier et un petit bureau avec un ordinateur portable. L'estomac de Matthew se noua tandis qu'il s'approchait du réfrigérateur. Sa main hésita sur la poignée. Il l'ouvrit. Des rangées de poches de sang tapissaient les étagères, chacune étiquetée avec soin, date, heure et initiale. Ses yeux s'accrochèrent à plusieurs marqués « JM », les initiales de Jaime. Mais il y en avait d'autres aussi, TD, MK, S, différents groupes sanguins listés, différentes dates remontant à 18 mois. Matthew attrapa son téléphone et composa le 911 d'une main tremblante. « 911. Quelle est votre urgence ? Je m'appelle Matthew Malone. Je suis au 4182 Claremont Street. J'ai trouvé des preuves de maltraitance d'enfants. » Et il regarda de nouveau le réfrigérateur avec les dizaines de poches de sang. « Je ne sais pas ce que c'est. Mon fils de 6 ans a des marques d'aiguilles. Il y a une pièce cachée, du matériel médical, du sang, beaucoup de sang. Monsieur, êtes-vous en danger ? L'enfant est-il avec vous ? Mon fils est en sécurité. Il n'est pas ici, mais la femme qui a fait ça, ma belle-mère, elle n'est pas là non plus. J'ai forcé l'entrée de sa maison. Je suis chez elle en ce moment. » Les mots dégringolaient. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. C'est réel. Ça arrive vraiment. Monsieur, restez où vous êtes. Ne touchez à rien d'autre. Des unités sont en route. » Matthew raccrocha et se força à examiner la pièce cachée plus attentivement. Les tiroirs de l'armoire à dossier étaient verrouillés, mais le bureau avait des papiers éparpillés dessus. Il sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Factures. Noms qu'il ne reconnaissait pas. Relevés financiers montrant des dépôts de 15 000 $, 18 000 $, des montants irréguliers, des dates irrégulières remontant à presque 2 ans. Un document le fit arrêter de respirer. Un contrat imprimé sur du papier, à en-tête, coûteux, pour une société appelée Sherwood Medical Solutions LLC. La signature au bas était celle d'Elizabeth, mais la ligne du co-signataire montrait un autre nom, Constance Malone. La signature de sa femme. Datée de 6 mois auparavant, la porte d'entrée s'ouvrit en bas. Matthew entendit des pas, puis la voix d'Elizabeth. « Bonjour, qui est là ?» Il sortit du dressing dans la chambre juste au moment où Elizabeth atteignait le haut des escaliers. Elle se figea en le voyant, son masque composé glissant un instant avant de se reformer. « Matthew, que fais-tu dans ma maison ?» Elle était habillée pour un déjeuner au country club. Tailleur crème, perless, cheveux parfaitement coiffés, à 70 ans, elle se tenait comme une reine. Dans sa main, elle tenait une petite glacière médicale, du genre utilisé pour transporter des échantillons biologiques. « Ce que je fais ?» La voix de Matthew était dangereusement calme. « Qu'est-ce que tu as fait à mon fils ?» Les yeux d'Elizabeth glissèrent vers le dressing ouvert, la pièce cachée exposée. Son expression se durcit. « Tu n'avais pas le droit ?» Des marques d'aiguilles. Elizabeth. 7 d'entre elles sur un enfant de 6 ans. Matthew fit un pas vers elle. « J'ai trouvé ta petite opération. Le sang, les dossiers, les contrats. Tu ne comprends pas ?» La voix d'Elizabeth resta calme, mais ses jointures blanchirent autour de la poignée de la glacière. C'est une nécessité médicale légale. Il n'y a rien de légal à prélever du sang sur des enfants sans le consentement de leurs parents, sur plusieurs enfants. Matthew entendait des sirènes au loin, de plus en plus fortes. « Qui sont TD et MK ? Combien d'enfants avez-vous utilisés ?» Le visage d'Elizabeth se transforma en quelque chose de froid et reptilien. « Tu as tout détruit. Tu comprends ça ? Des années de travail,
Un travail important? Elle posa la glacière avec soin sur une table du couloir. Constance disait que tu étais trop stupide pour remarquer. Je lui ai dit que tu étais un risque. Les sirènes étaient très proches maintenant. Matthew entendit des portières claquer dehors. Constance savait. Il connaissait déjà la réponse grâce au contrat. Mais l'entendre de la bouche d'Elisabeth était une nouvelle blessure au couteau. Bien sûr qu'elle savait. Qui crois-tu qui m'a aidé à trouver les clients? Elisabeth sourit. Et c'était la chose la plus terrible que Matthew ait jamais vue. La maison où vous vivez? Matthew. Les rénovations que tu pensais payer par ses commissions immobilières? La voiture qu'elle conduit? C'est mon travail. Notre travail. Et tu es trop sentimental? Trop. Police? Nous entrons? Le sourire d'Elisabeth disparut. Tu vas le regretter? Tu n'as pas idée de ce que tu as fait? Les gens avec qui je travaille vont en prison. Termina Matthew. Avec toi? Des officiers montèrent les escaliers en martelant. Matthew leva les mains, montrant qu'il n'était pas armé. C'est moi qui ai appelé Matthew Malone. Les preuves sont là-dedans. Il pointa la pièce cachée et elle vient d'arriver, avec plus. Il indiqua la glacière médicale. Les heures suivantes se fondirent en un flou. La police sécurisa la scène. Les détectives posèrent des questions. Les techniciens de scène de crime photographièrent tout. Matthew donna sa déclaration 3 fois, montra les photos sur son téléphone, expliqua les marques d'aiguilles de Jaime. Ils saisirent l'ordinateur d'Elisabeth, les dossiers, chaque poche de sang dans le réfrigérateur. Elisabeth ne dit rien, assise à l'arrière d'une voiture de police, menottée, regardant droit devant elle comme une statue. Au moment où Matthew fut autorisé à partir, c'était presque le soir. Son téléphone avait 17 appels manqués de Constance. Il écouta les messages vocaux dans son pick-up, les mains serrant le volant. Les premiers étaient confus. « Matt, qu'est-ce qui se passe? La police m'a appelé. Quelle urgence? » Puis en colère, « Réponds à ton putain de téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi la police est chez ma mère? » Le dernier, reçu 20 minutes plus tôt. « Matthew, s'il te plaît, je peux tout expliquer? Ce n'est pas ce que ça paraît? Viens à la maison, on peut en parler. Je t'aime. Jaime a besoin de ses 2 parents. Ne fais rien de fou. » Matthew les effaça tous et conduisit chez Brian pour récupérer son fils. Brian l'accueillit à la porte, l'inquiétude gravée sur le visage. « Matt, Sarah m'a dit que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai tout, dit Matthew. Mais d'abord, j'ai besoin de voir Jaime. » Son fils était dans le salon, en train de construire avec des blocs, complètement inconscient que son monde venait d'imploser. Quand il vit Matthew, il sauta et courut vers lui. « Papa, je peux rester pour dîner? Sarah fait de bonnes pizzas. » Matthew s'agenouilla et serra son garçon contre lui. « Pas ce soir. Mon grand, on va ailleurs. Juste toi et moi. » En portant son fils jusqu'au pick-up, Matthew prit une décision. Il n'allait pas rentrer à la maison. Il n'allait pas répondre aux appels de Constance. Il emmenait Jaime quelque part en sécurité, et ensuite, il allait découvrir jusqu'où allait cette conspiration. Parce que les mots d'Elisabeth résonnaient encore dans son esprit. Les gens avec qui je travaille, ce n'était pas fini, ce n'était que le début. La chambre d'hôtel était bon marché mais propre. Un endroit près de l'aéroport où ils acceptaient de l'argent liquide sans poser de questions. Jaime dormait dans un lit, épuisé par cette journée émotionnelle, tandis que Matthew était assis au petit bureau avec son ordinateur portable, passant en revue tout ce qu'il avait photographié chez Elisabeth. Il s'était arrêté dans un magasin de fournitures de bureau en chemin, avait imprimé tout, et maintenant les photos étaient étalées sur le bureau comme les pièces d'un puzzle. Nombre de clients, montant de paiement, dates. Et au centre de tout, ce contrat avec la signature de Constance. Son téléphone vibra, Constance encore. Il le laissa aller sur répondeur. La porte s'ouvrit avec un clic. Il l'avait laissé sur le loquet pour Brian, qui avait accepté d'apporter de la nourriture et des vêtements. Son ami entra, portant des sacs en plastique, les sourcils levés devant les papiers partout. « Tu veux me dire ce qui se passe? »« Matt, parce que Sarah s'inquiète. Je m'inquiète. Et tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 semaine. » Matthew fit un geste vers le bureau. « Ma belle-mère a extrait du sang de mon fils, de plusieurs enfants, et le vendait. Et ma femme était au courant. » Brian posa les sacs lentement, fixant les preuves. « Nom de Dieu, j'ai trouvé une pièce cachée chez Elisabeth, du matériel médical, des poches de sang réfrigérées, des relevés financiers montrant des centaines de milliers de dollars en paiement. » Matthew se frotta les yeux. La police a arrêté Elisabeth, mais Constance n'était pas là. Ils ne l'ont pas encore attrapée. « De quoi as-tu besoin ?» demanda Brian simplement. C'était ce que Matthew appréciait chez lui. Pas de drame, pas de jugement, juste une amitié solide. «
J'ai besoin de savoir qui sont ces gens. Matthew tapa sur un des noms de clients. La police agit, mais ça va prendre du temps. Mandates, procédure légale, et Elizabeth a dit quelque chose avant qu'il l'arrête. Elle a dit que les gens avec qui elle travaillait me feraient regretter ça. Brian se pencha sur le bureau, étudiant les documents. Il travaillait dans la sécurité informatique, avait des contacts que Matthew n'avait pas. Ses montants de paiement sont spécifiques. Laisse-moi voir si je peux les tracer via des bases de données financières. Si c'est organisé, il y aura une piste. Pendant que Brian travaillait sur son ordinateur, le téléphone de Matthew sonna encore. Cette fois, un numéro inconnu, il hésita, puis répondit « Monsieur Malone », dit une voix de femme, professionnelle et sèche. Ici la détective Sarah Shun du département de police de Denver. Nous avons besoin que vous veniez pour un entretien complémentaire demain matin, 9 heures, et nous devons examiner votre fils. Êtes-vous encore dans la région ? Oui, nous sommes en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons procédé à des arrestations supplémentaires, 2 infirmières à Denver General, un médecin privé, il faisait partie du réseau. Nous avons trouvé des dossiers indiquant au moins 12 enfants au cours des 18 derniers mois. La détective Chun fit une pause. Monsieur Malone, nous avons aussi un mandat d'arrêt contre votre femme. Savez-vous où elle est ? Matthew regarda Jaime, dormant paisiblement. Non, elle m'appelle, mais je n'ai pas répondu. Ne le faites pas. Si elle vous contacte, informez-nous immédiatement. Nous pensons qu'elle gérait l'acquisition des clients et les paiements. Ce n'était pas seulement pour votre fils. C'était une opération sophistiquée ciblant des enfants avec des groupes sanguins rares. Après l'appel, Matthew se sentit vide. 12 enfants, 18 mois, et Constance avait fait partie de tout ça depuis le début. Combien de dîners familiaux avait-il passé pendant qu'elle planifiait ça ? Combien de fois avait-elle embrassé Jaime pour lui dire bonne nuit, avant de l'envoyer chez Elizabeth pour qu'il serve de banque de sang ? Matt, la voix de Brian était tendue. Tu dois voir ça. Il avait affiché des relevés financiers, tracé un des noms de paiement. Ce client, Marcus Webb, est le PDG de Biolux Therapeutics. Il se spécialise dans des traitements expérimentaux pour les troubles sanguins, le genre de traitement non approuvé par la FDA, que des gens riches désespérés perdent des centaines de milliers de dollars. Matthew étudia l'écran. Elizabeth fournissait du sang pour des traitements médicaux illégaux. On dirait bien. Et si ce Webb est impliqué, il y en a probablement d'autres. Des gens riches qui paient n'importe quoi pour des traitements qui pourraient sauver leur vie ou celle de leurs proches. Brian afficha plus de dossiers. Ces dates correspondent au cycle de traitement de Biolux. Elle ne vendait pas du sang au hasard. Elle fournissait une opération médicale continue. Les implications se cristallisèrent dans l'esprit de Matthew. Ce n'était pas juste de la maltraitance d'enfants, c'était une fraude médicale organisée, impliquant probablement des millions de dollars, et quelque part dans ce réseau se trouvèrent des gens puissants qui feraient n'importe quoi pour le garder secret. Son téléphone vibra avec un message de Constance. « S'il te plaît, Matthew, je suis désolé. Je ne voulais pas ça. Elle m'a forcé à l'aider. J'avais peur. S'il te plaît, ne m'enlève pas à Jaime. Je suis sa mère. » Matthew fixa le message, la colère montant comme de la bile. Elle avait aidé à récolter le sang de leur fils. Elle en avait profité. Et maintenant, elle voulait de la sympathie. Il répondit « Tu n'es pas sa mère. Tu es son bourreau. Ne me contacte plus. » Puis il bloqua son numéro et regarda Brian. « J'ai besoin que tu m'aides à trouver tout le monde impliqué dans ça. Pas juste les gens que la police connaît, tout le monde, les clients, les facilitateurs, quiconque a aidé Elizabeth à monter ça. Matt, la police s'en occupe. La police est liée par des règles, des procédures légales. Moi non. » La voix de Matthew était froide et claire. « Ces gens ont utilisé mon fils, ils l'ont traité comme une marchandise, et je vais m'assurer que chacun d'entre eux paie pour ça. » Brian étudia le visage de son ami et sembla y reconnaître quelque chose. « D'accord, mais on fait ça intelligemment, pas de demi-mesure. Rien qui ne te revienne dessus ou sur Jaime. D'accord. » Ils travaillèrent toute la nuit, construisant une base de données de noms et de connexions. Au matin, Matthew avait une liste de 17 personnes potentiellement impliquées dans le réseau. Médecins, infirmières, clients riches, facilitateurs. Elizabeth et Constance n'étaient que le début. À 7 heures du matin, le téléphone de Matthew sonna avec un appel de la détective Chun. « Monsieur Malone, nous avons arrêté votre femme. Elle refuse de coopérer. Elle dit qu'elle veut faire une déclaration avec son avocat présent. Bien, il y a autre chose. Nous avons fouillé son bureau et trouvé des communications avec un avocat nommé Philip Wolf. Il représente plusieurs clients. Nous pensons qu'il aidait à structurer les paiements pour qu'ils paraissent légitimes, mais il a disparu.
Nous avons émis un mandat, mais il s'est volatilisé. Matthew nota le nom Philip Wolf. Il le trouverait. Après avoir raccroché, il regarda Jaime, encore endormi profondément. Son fils aurait besoin de thérapie, d'une évaluation médicale, d'années pour guérir de ce trauma. Mais d'abord, Matthew devait s'assurer que les responsables ne pourraient plus blesser personne. Il faisait confiance à la police pour faire son travail, mais il allait faire le sien aussi. Et son travail était d'être un père, de protéger son fils, de s'assurer que la justice, la vraie justice, soit rendue, même s'il devait la rendre lui-même. 3 jours plus tard, Matthew était assis dans le bureau d'un avocat au centre-ville. Finalisant les papiers pour une garde d'urgence, l'audience préliminaire de Constance avait été rapide, caution fixée à 500 000 $, qu'elle ne pouvait pas payer, celle d'Elizabeth à 750 000 $. Toutes deux étaient en prison du comté en attente de procès. La police avait arrêté 9 personnes au total, et l'enquête s'élargissait, mais l'enquête privée de Matthew avançait plus vite. Brian avait piraté la base de données des patients de Biolux Therapeutics, techniquement illégale, mais Matthew se fichait des technicalités désormais. Ils avaient trouvé 12 clients qui avaient reçu des traitements utilisant du sang correspondant au type rare AB négatif de Jaime. Des gens riches venant de tout le pays, même de l'international, qui avaient payé entre 50 000 $ et 200 000 $ par traitement. Un nom sauta aux yeux, le sénateur Howard Brennan. Sa fille avait reçu 3 traitements au cours des 6 derniers mois. Matthew reconnut le nom. Brennan était connu pour ses campagnes sur les valeurs familiales, ses plateformes anticriminalité, et il avait payé le réseau d'Elizabeth pour extraire du sang d'enfant. Le téléphone de Matthew sonna. La détective Chun, « Monsieur Malone, je voulais vous mettre à jour. Le procureur monte des dossiers contre les 9 suspects. Mais je dois vous avertir de quelque chose. » Elle fit une pause. « Nous avons reçu des menaces, des appels anonymes nous avertissant d'abandonner l'enquête. Des pressions légales de la part d'avocats coûteux. Ce réseau est connecté à des gens puissants et il riposte « Vous abandonnez… » Pas question. Mais je voulais que vous soyez au courant. Ces gens vont s'en prendre à vous aussi. Vous êtes celui qui a tout découvert. Ils essaieront de vous discréditer, de vous intimider, peut-être pire. Qu'ils essaient, après l'appel, Matthew rencontra Brian dans un café loin du centre-ville. Son ami avait l'air épuisé. Il avait travaillé en double pour aider à l'enquête tout en gardant son travail de jour. « J'ai trouvé quelque chose », dit Brian en glissant un dossier sur la table. « Souviens-toi de Philip Wolf, l'avocat qui a disparu. Il n'a pas disparu. Il est allé dans une clinique privée au Mexique, mais avant de partir, il a vidé 3 comptes en fiducie, de l'argent qui appartenait au fonds d'exploitation du réseau. Matthew ouvrit le dossier, relevé bancaire. Dossier de voyage, acte de propriété, combien ? 3 millions de $. Il a volé ses propres clients et s'est enfui. Ou au Mexique, Puerto Vallarta. Il a acheté une villa sous une société écran. Brian hésita. Matt, à quoi penses-tu ? Je pense que Philip Wolf sait tout sur ce réseau. Nom de client. Structure de paiement ? Qui d'autre est impliqué ? Et je pense qu'il a volé des gens dangereux, ce qui le rend vulnérable. Tu ne peux pas aller au Mexique. Regarde-moi. Matthew rentra à l'hôtel où lui et Jaime logeaient. Son fils était de nouveau avec Sarah. Elle avait été un cadeau du ciel, gardant Jaime pendant que Matthew gérait ce cauchemar. Il prépara un petit sac, organisa une garde prolongée et réserva un vol pour Puerto Vallarta le lendemain matin. Cette nuit-là, il reçut un email d'une adresse inconnue. Pas de sujet. Le message était simple. Arrêtez l'enquête ou votre fils souffrira plus que des marques d'aiguille. Matthew fixa l'écran, la rage bouillonnant en lui. Il menaçait Jaime. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils osaient menacer son fils. Il transmit l'email à la détective Chun, puis répondit « Touchez à mon fils et je brûlerai tout votre monde. Essayez pour voir. » La réponse arriva en quelques minutes. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ?» Matthew répondit « Vous non plus ?» Il ferma l'ordinateur et vérifia son sac. Il avait fait léger, vêtements, ordinateur, argent liquide et quelques objets fournis par Brian qui n'étaient pas exactement légaux. Si Philip Wolf pensait pouvoir se cacher au Mexique pendant que des enfants souffraient, il allait apprendre le contraire. Son téléphone vibra avec un message de Brian, coordonnées de la villa de Wolf, spécification du système de sécurité, horaire de rotation des gardes, sois prudent. Un autre message suivit, c'est fou, tu le sais ? Hein ? Matthew sourit sombrement et répondit, ils l'ont rendu fou quand ils ont blessé mon fils. À 3 heures du matin, il embrassa le front de Jaime. Son fils dormait paisiblement chez Brian maintenant. Plus en sécurité qu'ailleurs, Sarah avait accepté de le garder une semaine sans question. « Je reviens bientôt ?»
Mon grand, murmura Matthew, et quand je reviendrai, tous ceux qui t'ont blessé auront payé, je te le promets. En conduisant vers l'aéroport, Matthew pensa à l'homme qu'il avait été une semaine plus tôt, un ingénieur civil, un gars ordinaire qui allait au travail, payait ses factures, aimait sa femme et son fils. Cet homme avait disparu. Consumé par la découverte de ce qui avait été fait à Jaime, l'homme qui embarqua dans l'avion pour Puerto Vallarta était différent. Plus dur, quelqu'un qui comprenait que le système légal, avec toutes ses procédures et règles, ne pouvait pas délivrer le genre de justice nécessaire ici. Quelqu'un prêt à franchir des lignes qu'il n'avait jamais imaginées. L'avion décolla dans l'obscurité d'avant l'aube et Matthew s'installa dans son siège. Passant en revue tout ce qu'il savait sur Philip Wolf, l'avocat avait 53 ans, divorcé, pas d'enfant. Il avait fait carrière en représentant des clients riches dans des affaires de faute médicale, ce qui expliquait probablement comment il s'était connecté au réseau d'Elizabeth. Il était intelligent, prudent, et maintenant un voleur qui avait trahi des gens dangereux. Ce qui en faisait exactement le genre de personne prête à parler avec la bonne motivation, alors que le soleil se levait sur le golfe du Mexique, peignant les nuages en nuances d'orange et de rose. Matthew sentit quelque chose s'installer en lui, de la clarté, un but. Il n'était pas avocat ni policier, lié par l'éthique et les procédures. Il était un père, et les pères protègent leurs enfants par tous les moyens nécessaires. Philip Wolf allait apprendre ce que cela signifiait. Puerto Vallarta était lumineuse et chaude, un contraste saisissant avec le froid automnal de Denver. Matthew loua une voiture et conduisit jusqu'à un hôtel en bord de mer, s'enregistrant sous un faux nom fourni par Brian. La villa où se cachait Wolf était perchée dans les collines surplombant la baie, une structure moderne en béton et verre entourée de hauts murs. Matthew passa la première journée à surveiller la propriété, notant les patterns. Wolf avait 2 gardes, des muscles locaux, probablement embauchés via des connexions plutôt qu'une firme de sécurité légitime. Ils alternaient en l'écart, un toujours à la porte principale et l'autre patrouillant le terrain. Wolf lui-même apparaissait sur la terrasse au coucher du soleil, buvant un scotch coûteux et fixant l'océan. Le 2e jour, Matthew contacta un local nommé Ernesto, que Brian lui avait recommandé, un fixeur qui gérait les problèmes pour les expatriés. Ernesto était petit et nerveux, avec des yeux intelligents et un réseau de gens qui lui devaient des faveurs. « Ton ami avocat ? Il s'est déjà fait des ennemis ici, » dit Ernesto pendant un déjeuner dans un café en bord de plage. « Il doit de l'argent aux mauvaises personnes, des dettes de jeu. Les gars de Sinaloa posaient des questions sur lui. Combien doit-il ? Peut-être 200 000 $. Il pense que parce qu'il a de l'argent en banque, il est en sécurité. Mais ces gens-là, ils se fichent des banques. » Matthew sourit. Et si quelqu'un payait sa dette, la faisait disparaître? Ernesto l'étudia attentivement. Que voudrait quelqu'un en retour? Accès à la villa. 1 heure, sans interruption. Et les gardes regardent ailleurs. C'est tout. Ernesto nomma un prix. Matthew le paya en liquide, plus 20 000 $ supplémentaires pour la discrétion. Ils se serrèrent la main et Ernesto passa quelques appels. Ce soir-là, tout était arrangé. À minuit, Matthew approcha la porte arrière de la villa. Elle s'ouvrit silencieusement. Et les 2 gardes étaient ostensiblement absents. Il traversa le jardin sombre, le bruit de l'océan masquant ses pas. La porte arrière était déverrouillée. Matthew entra et trouva Philip Wolf dans son bureau. Travaillant sur un ordinateur portable, l'avocat leva les yeux, surpris, tendant la main vers un tiroir du bureau, probablement où il gardait une arme. « Ne fais pas ça !» dit Matthew calmement, montrant sa propre arme. Un Glock 19 fourni par Ernesto. « Mets tes mains sur le bureau. » Wolf obéit. Son visage pâlissant, il était mince et aux traits anguleux, avec des cheveux grisonnants et des lunettes coûteuses. « Qui es-tu ? Si c'est pour l'argent, je suis Matthew Malone. Ton réseau a extrait du sang de mon fils de 6 ans plusieurs fois. » L'expression de Wolf passa de la peur au calcul. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Elizabeth Sherwood, Constance Malone, Biolux Therapeutics. Les 12 enfants que vous avez exploités. Matthew s'approcha, l'arme stable. Tu as structuré les paiements. Tu as aidé à cacher l'argent, et ensuite tu leur as volé et tu t'es enfui. Tu ne peux rien prouver? Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à un jury. Je ne suis pas un flic. Matthew s'assit en face de lui, l'arme posée sur son genou. Tu vas me dire tout, chaque nom de client, chaque paiement, chaque personne impliquée dans le réseau. Tu vas me donner accès à tous les fichiers que tu as. Et si je refuse? Alors je pars, et dans environ 20 minutes, des membres très en colère du cartel de Sinaloa débarquant pour demander leurs 200 000 $. Des membres qui n'apprécient pas d'être volés. Le visage de Wolf passa du pâle au cendreux.
Tu as payé ma dette? J'ai acheté 1 heure de ton temps. Ce que tu en fais dépend de toi. Mais je te suggère de la passer à coopérer parce que ces gars sont beaucoup moins raisonnables que moi. Pendant un long moment, Wolf ne dit rien, puis il rit amèrement. Tu sais ce qui est le pire? Je savais que ça finirait mal. J'ai dit à Elisabeth qu'on allait trop vite, qu'on prenait trop de risques, mais elle était avide. Et ta femme? Il secoua la tête. Constance était pire que sa mère. Au moins, Elisabeth croyait faire quelque chose d'important médicalement. Constance voulait juste de l'argent. Commence à parler, dit Matthew. Les noms? Tous. Wolf ouvrit son ordinateur et afficha des fichiers cryptés. Il y a 23 clients au total, 17 aux États-Unis, 6 internationaux. La plupart ont des troubles sanguins rares ou des membres de famille qui en ont. Ils paient pour des traitements expérimentaux utilisant du sang frais de donneurs compatibles. Des enfants, parce que leur sang est le plus pur, le moins contaminé par des médicaments ou des facteurs de mode de vie. Comment trouviez-vous les enfants? Elisabeth avait des connexions via des hôpitaux, des cliniques. Elle identifiait des enfants avec des groupes sanguins rares pendant des soins de routine, puis approchait les familles, généralement des parents seuls ou en difficulté, offrait de l'argent pour des dons de sang. Certains parents acceptaient, d'autres, il afficha plus de fichiers, d'autres ne savaient pas. On prélevait le sang pendant d'autres procédures, pendant des visites chez l'infirmière scolaire qu'Elisabeth arrangeait, pendant des examens sportifs. Matthew se sentit malade. Combien d'enfants sans consentement parental? Tous, éventuellement, même ceux dont les parents avaient initialement accepté. On prélevait bien plus que ce qui était sûr ou légal. Jaime était un des favoris. AB négatif, en parfaite santé. Mère qui aidait à couvrir. Donne-moi la liste des clients. Wolf transféra les fichiers sur une clé USB. C'est tout. Clients, payments, dossiers médicaux, protocoles de traitement. Si ça sort, ça détruira des dizaines de familles riches. Des politiciens, des PDG de tech, des exécutifs du divertissement, des gens avec les ressources pour faire disparaître les problèmes. Bien, tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Ce ne sont pas juste des riches. Ils sont connectés, ils ont de la sécurité privée, de l'influence politique, des équipes légales qui t'enterreront. Matthew prit la clé USB. Ils ont blessé mon fils. Je me fiche de leur connexion. Ils te tueront? Qu'ils essaient. Matthew se leva, gardant l'arme pointée sur Wolf. Tu vas écrire une confession complète, tout ce que tu viens de me dire, signé et notarié. Ensuite, tu l'enverras au FBI, au procureur de Denver et à 3 organisations de presse. C'est du suicide? Le réseau s'effondre déjà. Elisabeth et Constance sont en prison. La police a 9 arrestations. Ta confession sera le clou dans le cercueil. Matthew fit un geste vers le bureau. Écris-la maintenant ou je sors et je laisse entrer les gars du cartel. Les mains de Wolf tremblaient tandis qu'il ouvrait un document Word et commençait à taper. Matthew le surveillait, corrigeant occasionnellement des détails ou exigeant plus d'informations. 1 heure plus tard, ils avaient une confession de 10 pages détaillant toute l'opération. Et maintenant? Demanda Wolf. Maintenant, tu fuis plus loin? Quelque part où ces gens ne peuvent pas te trouver parce que quand cette confession sortira demain, tout le monde impliqué te cherchera. Matthew quitta la villa de la même manière qu'il était entré, la clé USB et la confession signée en sécurité dans sa veste. En conduisant vers son hôtel, il appela Brian. J'ai tout. Norms, payments, dossiers médicaux, une confession complète de Philip Wolf. Nom de Dieu, qu'est-ce que tu vas en faire? Demain matin, ça va au bureau du FBI à Denver, au procureur de district, au Denver Post, au New York Times, à 60 minutes. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que ces gens ont fait. Matt, ce sont des gens puissants, ils s'en prendront à toi. Qu'ils viennent, j'ai des preuves qui détruiront leur vie. S'ils touchent à moi ou à Jaime, tout sort publiquement immédiatement. C'est une destruction mutuelle assurée. Exactement. Matthew passa le reste de la nuit dans sa chambre d'hôtel à organiser les fichiers, créer des sauvegardes redondantes, préparer des paquets de distribution. À l'aube, il envoya tout, puis réserva le premier vol de retour pour Denver. Au moment où son avion atterrit cet après-midi-là, l'histoire éclatait. Le titre du Denver Post, l'élite riche exploitait des enfants pour des traitements sanguins au marché noir. Le New York Times, un réseau d'abus d'enfants multi-États, fournissait du sang pour une médecine expérimentale. Le téléphone de Matthew explosa d'appels de reporters, d'avocats, même de menaces de numéros inconnus. Il les ignora tous et conduisit directement chez Brian pour voir Jaimeo. Son fils courut dans ses bras, innocent, beau et vivant. « Papa, tu es de retour? Je suis de retour. Mon grand, et je ne te quitte plus jamais. Cette nuit-là,
Après que Jaime se fut endormi, Matthew regarda les actualités. Le sénateur Brennan avait démissionné, 3 exécutifs de Biolux Therapeutics avaient été arrêtés, le FBI annonça une enquête nationale, la caution d'Elizabeth et de Constance avait été révoquée. Elles étaient des risques de fuite maintenant que l'ampleur totale était publique. Brian s'assit à côté de lui. « Tu l'as fait? Tu les as tous fait tomber ?»« Pas encore, » dit Matthew. « Les procès n'ont pas eu lieu et il y a encore des gens de la liste des clients qui n'ont pas été arrêtés. Le FBI les aura... Peut-être ?» Matthew afficha la liste des clients sur son ordinateur. « Mais je vais m'en assurer, chaque personne de cette liste va payer. » Au cours des semaines suivantes, Matthew devint un croisé solitaire. Il fournit des preuves aux enquêteurs, donna des interviews aux journalistes, mit en contact les familles des autres victimes. Il engagea un avocat nommé Tom Weaver, agressif, brillant et assoiffé de justice, pour intenter des poursuites civiles contre tous les impliqués. Le réseau s'effondra. Des médecins perdirent leur licence, des clients riches firent face à des accusations. Biolux Therapeutics déclara faillite. La confession de Philip Wolf, combinée aux preuves documentaires, rendait les poursuites inévitables. Mais il y eut aussi des menaces, des appels anonymes, des voitures étranges surveillant le nouvel appartement de Matthew, une tentative d'effraction qui échoua seulement parce qu'il avait installé une sécurité de grade militaire, quelqu'un envoya un paquet à Jaime à l'école, la sécurité l'intercepta avant la livraison. À l'intérieur, un ours en peluche ensanglanté avec un mot « Arrête de parler ». Matthew envoya le mot au FBI et ne s'arrêta pas de parler. Au contraire, il parla plus fort, apparu aux actualités nationales, témoigna devant un comité du Congrès sur l'exploitation des enfants, devint le visage de l'enquête, et lentement, méthodiquement, il fit payer chaque responsable. L'audience préliminaire pour Elizabeth et Constance eut lieu par un matin froid de novembre. Matthew était assis au premier rang, Jaime en sécurité à la maison avec Sarah Waller, et regarda sa belle-mère et son ex-femme être amenées en combinaisons oranges. Constance avait l'air brisé, les cheveux non lavés, des cernes sous les yeux. Elle balaya la salle du regard jusqu'à trouver Matthew, et son visage s'effondra. Elle articula quelque chose, peut-être « Je suis désolée »,« Oh, s'il te plaît ». Mais l'expression de Matthew ne changea pas. Elizabeth, en revanche, avait l'air défiant. Même en tenue de prison, elle maintenait son port impérial, refusant de montrer de la faiblesse. La procureure, une femme tranchante nommée Mandy Green, présenta les preuves méthodiquement. 12 enfants victimes, 18 mois d'abus pour 2 millions de dollars en paiements illégaux. Un réseau s'étendant sur 8 États. Des experts médicaux témoignèrent sur les dangers des prélèvements sanguins répétés chez les enfants. Les parents d'autres victimes donnèrent des témoignages larmoyants. Quand ce fut au tour de Matthew, il parla clairement et sans émotion de la découverte des marques d'aiguilles, de la pièce cachée, de l'appel au 911. Il n'avait pas besoin d'être dramatique. Les faits étaient accablants. Les avocats de la défense essayèrent de dépeindre Elizabeth comme une pionnière médicale égarée, Constance comme une fille manipulée. Le juge n'y crut pas. Toutes deux furent retenues pour procès. La caution resta révoquée. Alors qu'elles étaient emmenées, Elizabeth se tourna vers Matthew. « Ce n'est pas fini », dit-elle assez fort pour que la salle entende. « Tu as détruit ta propre famille. Jaime grandira en sachant que sa mère est en prison à cause de toi. Jaime grandira en sachant que je l'ai protégé de monstres, » répondit Matthew. « C'est tout ce qui compte ?» Dehors, les reporters fourmillaient. Matthew était devenu habitué à les gérer. Il donna une brève déclaration soulignant les autres victimes. L'enquête en cours du FBI, le besoin de lois plus fortes pour la protection des enfants. Une femme s'approcha alors que la foule se dispersait, fin de la trentaine. L'air épuisé, avec une jeune fille tenant sa main. « Monsieur Malone, je suis Christine Fleming. Ma fille, elle était une des victimes. T'aider sur les étiquettes. » Matthew s'agenouilla au niveau de la fille. Elle avait peut-être 7 ans, avec des yeux tristes. « Salut, comment t'appelles-tu » « Tessa, » murmura-t-elle. « Tessa, tu es très courageuse. Tu sais ça ?» La fille hocha légèrement la tête. Les yeux de Christine se remplirent de larmes. « Je voulais vous remercier. Nous ne savions pas ce qui se passait. Elisabeth nous a approchés dans une clinique, a dit qu'elle travaillait avec l'hôpital pour enfants, qu'elle avait besoin d'échantillons de sang pour une étude. Nous lui avons fait confiance. Elle semblait si légitime. Ce n'est pas votre faute. Je sais, mais quand même. » Christine essuya ses yeux. « L'avocat que vous avez engagé, Tom Weaver, m'a appelé. Il a dit que vous intentiez une poursuite civile contre tous les impliqués. Il a dit que nous pouvions nous joindre. Absolument. Il y a 11 familles au total. Nous allons nous assurer que chaque personne et organisation qui a permis ça paie des dommages.
Nous n'avons pas d'argent pour des avocats. Tom travaille pro bono. Tout règlement ou jugement sera partagé entre les familles des victimes. Matthew se leva. Ces gens ont blessé nos enfants. Ils vont payer pour ça? Tout. Au cours des mois suivants, les poursuites civiles avancèrent en parallèle des affaires criminelles. Matthew coordonna les familles des victimes, fournit des preuves, les mit en contact avec des ressources. Il était devenu une sorte d'expert sur l'exploitation médicale des mineurs, témoignant devant des législateurs, consultant des groupes de défense des enfants, donnant des interviews sur les signes d'alerte. Sa vie avait complètement changé. Il avait quitté son travail d'ingénieur, incapable de se concentrer sur des plans quand des enfants étaient encore en danger. Au lieu de ça, il travaillait à temps plein sur les affaires, financé par un fonds de défense légale qui avait levé 300 000 $ de dons publics. Jaime était en thérapie 2 fois par semaine, traitant lentement ce qui lui était arrivé. Certains jours étaient durs, cauchemars, anxiété vis-à-vis des médecins, questions sur pourquoi maman et mamie lui avaient fait mal. Mais il était résilient, entouré d'amour et de soutien. En décembre, le premier procès commença, pas celui d'Elizabeth ou de Constance, cela prendrait plus de temps. D'abord, Rose Gibson, une infirmière qui avait aidé à extraire du sang d'enfant dans sa clinique. Le procès dura 2 semaines. Le jury délibéra 4 heures. Coupable sur tous les chefs, Matthew était là quand le verdict fut lu. Le visage de Rose Gibson s'effondra quand la réalité s'imposa. 15 à 25 ans de prison, elle avait coopéré avec les enquêteurs, témoigné contre d'autres, mais ça n'avait réduit sa peine que légèrement. Elle avait quand même participé à blesser des enfants pour de l'argent. Le deuxième procès fut celui de Marcus Webb, le PDG de Biolux Therapeutics. Ses avocats étaient coûteux et agressifs, essayant d'arguer qu'ils ne savaient pas que le sang était obtenu illégalement, mais la confession de Philip Wolf et des emails internes de Biolux détruisirent cette défense. Coupable. 20 ans, Umparon, les dominos tombèrent, médecin, infirmière, facilitateur, clients qui avaient sciemment utilisé du sang obtenu d'enfants, certains plaidaient de coupables, d'autres combattaient et perdaient. Au printemps, 17 personnes avaient été condamnées, avec plus de procès en attente. Le sénateur Brennan prit un accord de plaidoyer plutôt que d'aller au procès. 10 ans pour conspiration et mise en danger d'enfants. Sa carrière politique était terminée, sa réputation détruite. Et à travers tout ça, Matthew continua à pousser, trouvant de nouvelles preuves, relayant de nouveaux points, s'assurant que personne ne passe entre les mailles du filet. Le procès d'Elizabeth était prévu pour mai, celui de Constance pour juin. Matthew était prêt pour les deux, mais quelque chose le tracassait. Malgré toutes les arrestations, toutes les condamnations, il avait le sentiment tenace que quelqu'un manquait. Le réseau avait été sophistiqué, bien financé, soigneusement organisé. Elizabeth et Philip Wolf avaient l'expertise médicale et légale, mais qui avaient les connexions, qui avaient amené des clients comme le sénateur Brennan et des acheteurs internationaux. Matthew passa un week-end à revoir toutes les preuves, cherchant des patterns, et puis il le trouva enterré dans les relevés financiers, une série de paiements à une firme de conseil appelée Clearwater Advisory Services. La firme avait été payée 50 000 $ par mois pendant 18 mois. Il rechercha Clearwater, c'était une société écran, mais les documents d'enregistrement listaient un associé gérant, Byron Watkins. Le sang de Matthew se glaça. Byron Watkins était un avocat et consultant politique prominent de Denver. Il avait aidé à élire des gouverneurs, des sénateurs, fréquentait les mêmes cercles que des gens comme le sénateur Brennan. Il était aussi, réalisa Matthew avec une horreur croissante, l'avocat qui les avait aidés, lui et Constance, à acheter leur maison 6 ans plus tôt. Byron les connaissait, avait accès à leurs informations, avait probablement identifié Jaime comme une source potentielle tôt. Matthew appela la détective Chun. « J'ai trouvé quelqu'un qu'on a manqué, Byron Watkins. C'était le connecteur, celui qui amenait les clients riches. On le regarde, admet Chun. Mais il a des amis puissants qui le protègent. Le procureur subit des pressions pour ne pas le poursuivre. Quoi? Watkins connaît trop de secrets sur trop de gens puissants. S'il tombe, il en emportera d'autres avec lui. Donc, ils essayent de le rendre intouchable. Matthew sentit la rage monter. Après tout ce qu'on a exposé, il protège d'encore l'un d'eux. Je suis désolé. Monsieur Malone, la politique est moche, pas aussi moche que ce qu'ils ont fait aux enfants. Matthew raccrocha et appela Tom Weaver. On doit ajouter Byron Watkins aux poursuites civiles. Toute Matt Watkins a une puissance de feu légale sérieuse. S'en prendre à lui pourrait mettre en danger les autres affaires. Je m'en fiche. Il a aidé à monter le réseau. Il a amené des clients. Il a profité de blesser des enfants. Il ne s'en sort pas indemne. Tom soupira.
D'accord, mais on fait ça avec soin. Watkins ne tombera pas facilement. Il avait raison. Quand ils déposèrent la poursuite civile, nommant Byron Watkins comme co-défendeur, ses avocats contre-attaquèrent immédiatement avec des motions pour rejeter des allégations de diffamation, des menaces de contre-poursuite. La bataille légale devint vicieuse, mais Matthew avait des preuves. Les fichiers de Philip Wolf montraient l'implication de Watkins, les relevés financiers prouvaient les paiements, et quand Tom déposa 3 des clients condamnés, ils confirmèrent que Watkins avait été leur point de contact. La pression monta, les médias commencèrent à rapporter les connexions de Watkins au réseau, ses clients politiques commencèrent à se distancier discrètement, son cabinet d'avocats lui demanda de prendre un congé, puis, 2 semaines avant le procès d'Elizabeth, Byron Watkins fut trouvé mort dans son bureau à domicile, une seule blessure par balle à la tête, mise en scène pour ressembler à un suicide. Mais les enquêteurs trouvèrent des incohérences. Quelqu'un l'avait tué et avait essayé de faire passer ça pour un geste auto-infligé. Matthew apprit la nouvelle et ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste une reconnaissance froide. Quelqu'un d'autre dans le réseau avait décidé que Watkins était trop risqué. Ou peut-être un de ses amis puissants avait noué un bout en suspens. La détective Chun l'appela. On enquête comme homicide. Mais entre vous et moi, la liste des gens qui voulaient Watkins mort est très longue. Avez-vous trouvé quelque chose à son bureau? Des fichiers? Beaucoup. Des noms de gens qu'on n'avait pas connectés au réseau. Watkins gardait des fichiers d'assurance sur tous ceux avec qui il traitait. Il allait passer un deal avec le procureur. Mais quelqu'un l'a eu en premier. Les fichiers devinrent des preuves clés dans les poursuites subséquentes, 5 arrestations supplémentaires. Incluant 2 médecins prominents et un exécutif pharmaceutique, le réseau continuait à s'effilocher, chaque fil menant à un autre. Le procès d'Elizabeth commença dans un cirque médiatique, des chaînes nationales le couvraient en direct. Matthew s'assit au premier rang chaque jour, laissant Elizabeth voir son visage, lui rappelant pourquoi elle était là. L'accusation fut dévastatrice. Ils avaient tout, preuves physiques, relevés financiers, témoignages de victimes, témoins experts. Les avocats d'Elizabeth essayèrent de la dépeindre comme une professionnelle médicale dédiée qui avait fait de mauvais choix, mais le jury vit clair. Pendant le contre-interrogatoire, Elizabeth craqua enfin. « J'ai aidé des gens », cria-t-elle à la procureure. « Le sang des enfants est gaspillé dans leur corps. Mieux vaut l'utiliser pour des gens qui en ont besoin. » La salle explosa. Le juge frappa son marteau. Et Matthew regarda sa belle-mère révéler sa vraie nature au monde, une narcissique qui voyait les enfants comme des ressources à exploiter. Coupable sur tous les chefs, 25 ans à perpétuité, le procès de Constance fut plus dur. Malgré tout, Matthew l'avait aimée autrefois, avait construit une vie avec elle, lui avait fait confiance complètement. Sa défense était qu'Elizabeth l'avait manipulée, contrainte à participer, qu'elle avait été une victime aussi, mais les preuves montraient le contraire. Constance avait recruté des clients, structuré des paiements, participé activement pendant des mois tout en mentant à Matthew en face. Quand Constance prit la barre, elle essaya d'appeler à la sympathie du jury, parla de grandir avec les standards impossibles d'Elizabeth, de se sentir pressée de réussir, d'être entraînée dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas pleinement, puis la procureure demanda « Quand avez-vous su pour la première fois que du sang était prélevé sur votre propre fils sans la connaissance de son père ?» Constance hésita. Elisabeth disait que c'était sûr, qu'il ne s'en souviendrait pas. Ce n'était pas la question. Quand l'avez-vous su pour la première fois? Environ 4 mois après que ça a commencé. Pendant des mois. Et pendant ces 4 mois, combien de fois du sang a-t-il été extrait de Jaime? Je ne sais pas exactement. Les dossiers médicaux montrent 17 extractions. 17 fois vous saviez que votre fils de 6 ans était utilisé comme banque de sang et vous n'avez rien dit à son père. Pourquoi? La composure de Constance craqua. Parce qu'on avait besoin de l'argent. Vous savez ce que c'est de vivre de salaire en salaire. De conduire une voiture d'occasion pendant que vos amis ont des Mercedes, le salaire de Matthew n'était pas assez. Il n'était jamais assez. La salle devint silencieuse. Constance venait d'admettre qu'elle avait sacrifié son fils pour de l'argent et du statut. Matthew sentit quelque chose se briser en lui. Le dernier vestige de l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle. Elle n'était pas une victime. Elle était juste avide et égoïste et prête à blesser leur enfant pour de plus belles choses. Le jury délibéra 6 heures, coupable sur tous les chefs, 15 à 25 ans, alors que Constance était emmenée. Elle regarda Matthew une dernière fois. « Je suis désolée, dit-elle. « Je t'aimais, j'aime Jaime. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, répondit Matthew. L'amour protège. Ce que tu as fait était nous trahir de la pire façon possible.
Les procès civils se conclurent cet été-là. Au total, les familles des victimes gagnèrent 47 millions de dollars en jugement et règlement des criminels condamnés, des Biolux Therapeutics, des cliniques et hôpitaux négligents et de diverses organisations complices. La part de Jaime était de 8 millions de dollars placés en fiducie pour son éducation et ses soins futurs. Les autres familles reçurent des montants similaires, mais l'argent ne pouvait pas effacer le trauma, ne pouvait pas effacer les cauchemars ou les sessions de thérapie ou les années de guérison à venir. Par une chaude soirée de septembre, exactement un an après que Matthew eut vu pour la première fois les marques d'aiguilles sur le bras de son fils, il s'assit sur la terrasse arrière de leur nouvelle maison, regardant Jaime jouer dans le jardin. Ils avaient déménagé dans un quartier différent, recommencé à zéro, construit de nouvelles routines. Jaime s'épanouissait, encore en thérapie, encore en train de traiter, mais riant plus, dormant mieux, faisant confiance à nouveau. Il s'était fait des amis à sa nouvelle école, avait rejoint une équipe de soccer, recommençait à être un enfant. Brian arriva du jardin avant, portant un pack de 6 bières. Je me suis dit que tu voudrais de la compagnie. Ils s'assirent en silence confortable un moment, regardant Jaime chasser des lucioles. J'ai reçu un email aujourd'hui, dit Matthew, de Christine Fleming. Tessa va mieux. Elle a commencé des cours de ballet, moins de cauchemars. C'est bien. Il y aura un groupe de soutien pour les survivants à partir du mois prochain. Pour les familles, je pense emmener Jaime. Brian hocha la tête, probablement sain, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Ouais. Matthew but une gorgée. La détective Chun a appelé aussi. Ils ont tracé le meurtre de Byron Watkins. C'était le frère de Marcus Webb qui essayait d'empêcher Watkins de témoigner. Il a été arrêté. Donc, tout le monde est comptabilisé. Tout le monde qu'on connaît, il y en a peut-être d'autres. Des petits joueurs, mais le réseau majeur est détruit. Ils s'assirent en silence, la soirée s'assombrissant autour d'eux. Matthew pensa à l'année passée. L'enquête, les arrestations, les procès, la couverture médiatique sans fin. Il était devenu une figure publique, un défenseur, quelqu'un que les parents reconnaissaient et remerciaient dans les épiceries. Mais plus que ça, il était devenu un père qui avait lutté pour son fils, qui avait tenu tête à des gens puissants et refusé de reculer, qui s'était assuré que tous ceux qui avaient bien blessé Jaime fassent face aux conséquences. « As-tu des regrets ?» demanda Brian. « D'avoir poursuivi si durement ?» Matthew considéra la question. Il s'était fait des ennemis, avait reçu des menaces, avait passé un an de sa vie consumé par la poursuite de la justice, probablement raccourci son espérance de vie par le stress. « Non, dit-il enfin, ils ont blessé mon fils. Rien de ce que je leur ai fait ne s'approche de ce qu'ils méritaient. » Jaime accourut, essoufflé et souriant. « Papa, t'as vu, j'ai attrapé 3 lucioles. Je t'ai vu ?»« Mon grand, c'est génial. On peut faire des s'mores, absolument. Va dire à Sarah d'apporter les marshmallows. » Jaime courut à l'intérieur, encore plein d'énergie malgré l'heure tardive. Matthew le regarda partir, submergé de gratitude que son fils ait survécu à ça. Guérisse, soit encore capable de joie. Son téléphone vibra avec un message de Tom Weaver. Règlement final arrivé. Le juge a approuvé tous les fonds en fiducie. Ta part est faite. Matthew effaça le message et posa son téléphone. Sa part n'était pas faite. Il soutiendrait Jaime à travers des années de récupération, témoignerait aux audiences de libération conditionnelle pour garder les criminels condamnés enfermés, continuerait à plaider pour des lois plus fortes de protection des enfants, mais la bataille immédiate était terminée. Le réseau était détruit. Les coupables étaient emprisonnés. La justice, autant que possible dans un monde imparfait, avait été rendue. « Tu as bien fait, Matt ?» dit Brian doucement. « Peu de gens auraient lutté comme toi. N'importe qui aurait fait pareil pour son enfant. » « Non, pas vrai. La plupart des gens auraient laissé le système s'en occuper. Fais confiance à la police, aux avocats, aux juges. Toi, tu n'as pas juste laissé le système travailler. Tu l'as fait travailler. Tu t'es assuré que personne ne passe entre les mailles. » Matthew pensa à Philip Wolf et Puerto Vallarta. La confession qu'il avait extraite, les preuves qu'il avait rassemblées que la police n'aurait jamais trouvées. Il pensa à traquer Byron Watkins quand d'autres voulèrent le laisser se cacher. Il pensa à la pression implacable qu'il avait appliquée aux procureurs, aux médias, aux politiciens jusqu'à ce que tout le réseau pourri s'effondre. « Ils ont blessé mon fils, dit-il simplement. Je n'allais jamais les laisser s'en tirer. » Sarah sortit avec des marshmallows et du chocolat, et Jaime aida à installer le petit foyer. Alors qu'il faisait griller des marshmallows sous les étoiles, Matthew ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis un an. La paix, pas le bonheur, ça prendrait du temps, pas la clôture. Certaines blessures ne se ferment jamais complètement.
mais la paix en sachant qu'il avait fait tout ce qui était possible pour protéger son enfant et punir ceux qui l'avaient eu blessé, Elisabeth passerait le reste de sa vie en prison, ainsi que la plupart de son réseau. Constance serait éligible à la libération conditionnelle dans 15 ans, mais Matthew serait à chaque audience, s'assurant qu'elle reste enfermée le plus longtemps possible. Les clients riches qui avaient exploité des enfants avaient perdu leur réputation, leur carrière, leur liberté, et Jaime était en sécurité, aimé, en train de guérir. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait. Alors que la soirée avançait et que Jaime s'endormit enfin sur la balançoire du porche, Brian aida à le porter à l'intérieur et au lit. Matthew borda son fils, embrassa son front et murmura « Je te tiens, mon grand, toujours ». En basse, il trouva une lettre arrivée par le courrier de l'après-midi de Constance. Envoyé de prison, il faillit la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. « Matthew, je sais que tu ne me pardonneras jamais, je ne m'y attends pas, mais j'ai besoin que tu saches que je pense à ce que j'ai fait chaque jour. Chaque jour, je vois le visage de Jaime, je me souviens de lui posant des questions sur les aiguilles, et je veux mourir de honte. Mon avocat dit que je serai éligible à la libération conditionnelle dans 15 ans. Je ne vais pas postuler, je ne mérite pas d'être libre, ce que j'ai fait à notre fils. Il n'y a pas de punition assez sévère. S'il te plaît, dis à Jaime quand il sera plus grand que je suis désolé, que j'étais malade et égoïste et faible, qu'il méritait mieux, que tu méritais mieux. Je suis contente qu'il t'ait. Tu es le père que j'ai toujours su que tu serais, le père que j'aurais dû protéger au lieu de trahir. J'espère qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tu pourras trouver la paix, toi et Jaime. Constance. Matthew lut la lettre 2 fois, puis la jeta au feu de la cheminée. Peut-être que Constance était vraiment remorseful. Peut-être passerait-elle le reste de sa vie à regretter ses choix. Ça n'importait pas. Elle avait fait ses décisions et maintenant elle vivait avec les conséquences. Tout comme Elisabeth, qui avait construit un réseau d'exploitation d'enfants et pourrissait maintenant dans une prison de haute sécurité. Tout comme tous, Matthew revint sur le porche et leva les yeux vers les étoiles. Quelque part là-haut, il y avait probablement d'autres réseaux, d'autres prédateurs exploitant des enfants vulnérables. Le combat n'était pas fini, ne le serait jamais vraiment. Mais ce soir, en cet instant, son fils dormait en sécurité à l'étage, les gens qu'il avait blessés étaient en cage, et Matthew Malone, l'ingénieur civil devenu un père vengeur, pouvait enfin se reposer. Il avait gagné, pas juste au tribunal, mais de la façon qui comptait le plus. Jaime était en sécurité. Les coupables étaient punis et la justice, réelle, gagnée, durement combattue, avait été rendue. Et ça, pensa Matthew en s'asseyant dans l'obscurité, c'était suffisant. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai